Aujourd'hui, je vous explique comment devenir votre propre banquier à l'aide d'une police d'assurance vie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler par vos amis, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, vous avez lu des articles là-dessus. Donc, je vais vous expliquer le fonctionnement, à qui ça s'adresse, c'est quoi les avantages, mais aussi les inconvénients. Puis, on va finir par un petit exemple pour pouvoir vous éclairer sur la stratégie globalement. Avant de commencer, par contre, je dois vous avertir que ce n'est pas une stratégie qui s'adresse à tous. Il faut déjà être rendu à un certain point dans notre parcours financier pour mettre ça en place. Si jamais vous avez peu d'épargne ou disons vos REER, vos CELI ne sont pas maximisés, probablement que ce n'est pas la stratégie pour vous à mettre en place en ce moment. Donc gardez ça en tête. Si quelqu'un essaie de vous proposer de mettre tout votre argent dans cette stratégie-là alors que vous avez peu d'épargne, peu de REER, peu de CELI, je vous dirais sauvez-vous en courant, c'est vraiment pas une stratégie qui va être à votre avantage. Pourquoi maintenant on voudrait mettre cette stratégie-là en place? C'est simple, c'est pour avoir plus de flexibilité et de rapidité dans le processus d'emprunt. Présentement, vous voulez aller faire un emprunt à la banque ou peu importe pour un achat d'auto, un chalet, une mise de fonds sur un immeuble à logement, peu importe la raison, ils vont vous demander c'est quoi vos revenus, c'est quoi vos actifs, c'est quoi vos dettes, pourquoi vous voulez faire ça. Il va falloir faire une évaluation peut-être aussi sur ces actifs-là, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est quand même laborieux comme processus, assez long. Tandis qu'avec la stratégie dont je vous parle, la police d'assurance, il va y avoir des valeurs de rachat dedans qu'on va pouvoir utiliser, puis on va pouvoir emprunter sur ces valeurs-là en envoyant simplement une demande à l'assureur disant « Je veux emprunter tant sur mes valeurs de rachat », puis quelques jours plus tard, on va avoir l'argent dans votre compte. Donc, beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple une fois que la police est en place. Donc, c'est le principal attrait de la stratégie en réalité. Alors, la mécanique maintenant, comment ça fonctionne la stratégie? C'est simple, on va prendre une police d'assurance vie permanente sur votre vie qu'on va venir capitaliser en faisant des dépôts qui sont supérieurs au coût d'assurance pour vous couvrir. Ce qui va faire en sorte qu'au fil du temps, les valeurs vont s'accumuler dans le contrat, ce qu'on appelle les valeurs de rachat. Puis c'est là-dessus qu'on va venir pouvoir emprunter. Donc on va déposer de l'argent, les valeurs vont s'accumuler dans le temps. Puis en passant, l'assureur, l'argent qu'on met en excédent, il va le placer pour vous. Puis ça va augmenter au fil du temps. Il va nous verser un rendement sur ces valeurs-là aussi. Donc, super intéressant à utiliser comme stratégie. Donc, les avantages maintenant, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Le principal avantage, ça va être la flexibilité et la rapidité pour pouvoir faire des emprunts. L'assureur ne pose aucune question lorsque vient le temps de faire un emprunt ou une avance sur police. Donc, super intéressant à ce niveau-là, la flexibilité et la rapidité. Ensuite, n'oubliez pas, on vient de prendre une police d'assurance vie permanente sur votre vie. Donc, c'est quoi l'avantage de la police d'assurance? C'est qu'au décès, vous allez avoir un capital d'essai qui va être versé aux bénéficiaires, que ce soit vos enfants, vos héritiers, peu importe. On transmet le patrimoine à la prochaine génération. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis aussi, il faut dire que le capital d'essai, généralement, est libre d'impôt à 100%. Donc, vraiment intéressant pour transmettre votre richesse à la prochaine génération. Troisième avantage maintenant, c'est que la croissance dans la police d'assurance se fait à l'abri de l'impôt. Donc, les dépôts que vous faites dedans et les rendements que vous faites à même la police, c'est libre d'impôt. Donc, super intéressant aussi quand nos CELI, nos REER sont maximisés, alors que là, notre prochain véhicule d'investissement qu'on aurait choisi, ce serait un compte non enregistré qui, lui, est imposable. Là, la police d'assurance vient nous ajouter un autre véhicule de placement à l'abri de l'impôt qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, quatrième avantage, c'est que c'est une stratégie de diversification. Vous avez probablement des REER, des CELI qui sont remplis, qui sont investis à la bourse ou dans les obligations, peu importe. Ces placements-là vont fluctuer dans le temps. Ça peut monter, ça peut baisser à chaque jour. Tandis que l'assurance, la police, ça va être un placement qui va être plus conservateur. Les rendements des assureurs sont lissés généralement sur une période de 5 ans. Donc, il n'y a pas de soubresaut comme ça, comme à la bourse, dans vos comptes REER et CELI. Donc, la croissance se fait de façon plus stable. C'est sûr et certain aussi que les rendements vont être peut-être plus faibles par rapport à vos REER, vos CELI. Par contre, n'oubliez pas, il faut comparer des pommes avec des pommes, c'est des rendements nets qu'on veut. Donc, si vous comparez avec un compte non enregistré qui est imposable, il faut s'assurer qu'on prend le rendement net d'impôt parce que c'est des rendements nets dans la police d'assurance. Donc, à garder en tête, mais c'est une super belle stratégie de diversification pour avoir accès aussi à des classes d'actifs auxquelles vous n'avez peut-être pas accès dans vos REER, vos CELI.
Les désavantages maintenant. Principal désavantage, c'est simple, c'est si vous n'êtes pas assurable, on n'est pas capable de mettre la stratégie en place. Il faut absolument pouvoir prendre une police d'assurance vie sur votre vie pour faire ça. Donc, si on n'est pas capable, bien évidemment, la stratégie, on ne peut pas la mettre en place. Deuxième désavantage, c'est qu'il faut avoir beaucoup de discipline pour pouvoir faire cette stratégie-là. Pensez-y un peu. Vous devez payer des primes d'assurance pendant une période assez longue. Ça va être des primes importantes. Puis en plus, si vous faites des emprunts, bien, c'est comme à la banque. Il faut avoir la discipline de rembourser l'intérêt, puis le capital aussi éventuellement. Donc gardez ça en tête. Si vous avez peu d'économies, puis vous n'êtes pas capable de payer les primes, bien évidemment, la police va tomber au bout de quelques années, puis ça vient défaire toute la stratégie. Donc, il faut avoir beaucoup de discipline, il faut être capable de payer les primes, payer les intérêts, puis rembourser le capital lorsqu'on fait des emprunts. Donc, à garder en tête. En sachant ça, maintenant, je vous ai préparé un exemple qu'on va regarder ensemble à l'instant. OK, alors pour notre exemple, j'ai pris une illustration que j'ai faite avec Manuvie. Ça aurait pu être n'importe quel autre assureur qui a des polices de vie entière. Là. Ça aurait pu être Sun Life, BMO, Canada Vie, Équitable, peu importe. J'ai pris Manuvie parce que c'était le logiciel qui était à proximité pour moi. Donc, dans mon exemple, je vous ai pris un homme de 40 ans qui est non-fumeur. OK? Puis, j'ai dit, ben, je vais mettre une prime annuelle de 10 000 $. Donc, là, on ne pouvait pas faire 10 000 piles. Donc, on a 9 999 et 96. Mais bref, 10 000 $ qui est payable à vie, donc jusqu'à 100 ans. OK? Gardez en tête que là, j'ai mis payable à vie, mais on aurait pu faire un payable en 10 ans ou en 20 ans, ou peu importe, dépendamment de l'assureur, les durées peuvent changer. Mais bref, ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus la durée de paiement est courte, mais évidemment, plus les primes vont être élevées. OK? Donc, gardez ça en tête. Notre 10 000 $ en date d'aujourd'hui, on est capable d'acheter 540 710 $ d'assurance vie. Donc, au décès, ce client-là, ben, ça serait le montant qui serait versé, disons, s'il décédait demain matin. OK? La nuance qu'il faut faire, c'est que ce montant-là, avec le temps, va avoir tendance à croître, étant donné que, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, l'assureur va investir les primes, puis l'excédent des primes qu'on a déposées au contrat pour nous, puis va nous générer un certain rendement, puis ce rendement-là, ben, il va nous l'appliquer sur nos valeurs de rachat, puis notre capital d'essai qui va augmenter au fil du temps. Donc, je vais vous montrer un petit peu les valeurs, comment ça fonctionne, comment ça peut évoluer dans le temps. Donc là, vous allez voir ici, on voit les valeurs de rachat garanties. Donc ici, notre prime annuelle garantie, c'est le 10 000 $. Puis après ça, notre valeur de rachat à l'année 1, bien, c'est 7 865. Ça, c'est garanti par le contrat. Puis, même chose pour le capital d'essai qui garantit 540 710. Ensuite, de l'autre côté ici, bien, ce qu'on voit, c'est avec le barème des participations actuelles. OK, les participations, c'est quoi? C'est le rendement que l'assureur va nous verser dans notre police d'assurance. Donc, les participations vont générer un certain rendement. Puis là, en tenant compte du taux actuel, bien, les valeurs de rachat à l'année 1, après avoir payé notre 10 000 $ de prime annuelle, on aurait 8 531 disponibles dans le contrat sur lequel on pourrait aller emprunter. OK? Évidemment, comme j'expliquais, on ne peut pas emprunter 100% de la valeur. Par contre, on peut en emprunter une partie. Même chose, notre capital d'essai bien, va tendre à croître dans le temps. Donc, ça, c'est les valeurs de participation actuelles. Par contre, on veut être plus conservateur. OK? Donc, moi, ce que je vais utiliser le barème des participations moins 1%. Parce que les participations vont changer dans le temps. OK? Ça peut monter, ça peut descendre, dépendamment des conditions de marché au moment où on regarde la police. Donc, pour être plus conservateur, étant donné que c'est quelque chose qu'on va probablement conserver plusieurs et plusieurs années, bien évidemment, il y a un risque que les participations changent dans le temps. Donc, on va aller un petit peu plus loin avec le barème de participation à moins 1%. Donc là, ici, vous voyez, barème de participation actuel, moins 1%. Donc, comme je disais, notre valeur de rachat, au moment où on va faire notre dépôt initial de 10 000, bien, on va avoir une valeur de rachat, disons, au barème actuel, moins 1% de 8 528, puis notre capital d'essai de 543 479. Si on se projette plus loin maintenant, dans 10 ans, OK, on a encore notre prime annuelle de 10 000, puis les valeurs de rachat, si vous regardez là, à ce moment-là, sont rendues à 99 624 $. Donc, vous avez mis 100 000 $ dans la police, 10 fois 10 000 $ de prime annuelle, puis vous en ressortez avec 99 624 $ de valeur de rachat. Donc, c'est quand même intéressant. Tout ce que vous avez payé en prime, bien, vous pouvez
l'utiliser avec votre valeur de rachat. Puis votre capital d'essai, évidemment, lui, il a monté à 630 627. Donc, quand même intéressant à ce niveau-là. Donc, si on regarde maintenant encore plus loin, disons dans 30 ans, là, on a toujours notre 10 000 de primes à payer à chaque année, mais notre valeur de rachat est rendue 537 679. Donc, on a mis 30 fois 10 000, puis maintenant, notre valeur de rachat, c'est 537 679 auquel on aurait accès. Donc, quand même intéressant de voir que la valeur de rachat, plus on détient le contrat longtemps, plus elle tend à augmenter. Puis même chose pour notre capital d'essai qui est rendu maintenant à 1 27 162. Donc vous voyez un peu, plus la stratégie est en place longtemps, plus les valeurs de rachat capital d'essai vont monter. Et comme ça, vous allez pouvoir emprunter sur ces valeurs-là. Alors j'espère que mon petit exemple, ça vous a éclairé un petit peu comment ça fonctionnait la stratégie, la mécanique. C'est sûr, les chiffres vont changer selon votre âge, si vous êtes fumeur, votre état de santé, ainsi de suite. Mais ça vous donne une idée un peu comment ça peut être mis en place cette stratégie-là, puis comment on peut l'utiliser pour être notre propre banquier, donc s'avancer des fonds à nous-mêmes sur notre police d'assurance vie, tout en conservant la possibilité de transférer du patrimoine à la prochaine génération, advenant notre décès. Alors si on fait un récapitulatif rapide, cette stratégie-là, ça ne s'applique pas à tout le monde, c'est quelque chose qui est avancé, donc il faut déjà être avancé dans notre parcours financier, il faut déjà avoir des économies en place, REER, CELI, ainsi de suite, puis on vient regarder cette stratégie-là par la suite pour se diversifier, pour pouvoir transmettre à la prochaine génération notre patrimoine, faire de la croissance à l'abri de l'impôt. Par contre, les inconvénients, il faut être assurable, ça prend de la discipline aussi à mettre en place cette stratégie-là. Donc gardez ça en tête, puis surtout faites attention comment vous mettez ça en place. Bien important de ne pas tout mettre vos économies là-dedans. Comme je disais, c'est une stratégie de diversification et non pas de concentration. On ne va pas mettre tout ce qu'on a là-dedans. C'est vraiment pas recommandé. Alors, ça fait le tour de la stratégie. J'espère que ça vous éclaire sur le fonctionnement de la stratégie. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Sinon, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne YouTube. On dépose des vidéos comme celle-ci à toutes les semaines. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.